Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast préféré de votre podcasteur préféré. Salut Eric. Ça va Anto? Ça va et toi? Bah ouais, la forme, Tranquille. écoute. On est de retour, ça y est, ça t'est temps de demander. Ouais. Donc ça nous met une petite pression sur les épaules. Chaque podcast doit être impeccable. Non, dès qu'on croise des gens et tout le monde ouais, il sort quand le podcast? C'est quand que vous sortez un podcast? Le voici. On a pas mal de sujets à aborder. Ah, puis là, mon cœur, il est plus apaisé. Ah. Il dit ça parce que la dernière fois, Je crois que j'ai fait 2 podcasts. C'était un petit podcast hors série et dans les trucs qui m'énervent, enfin dans la catégorie de trucs qui nous énervent, moi j'en avais plein et lui il en avait pas, il avait le cœur apaisé. Là pour le coup, là, ça y est, moi j'ai le cœur apaisé. Non, je te crois pas. J'ai le cœur apaisé, j'ai pas grand chose qui m'énerve. Je te crois pas une seconde. J'en ai qu'un seul, tu vois, tranquille. Mais c'est pas grave. Ah, c'est marrant. Bon, balance écoute, les tiens et puis on va argumenter. Alors, on commence direct avec ce qui m'énerve ou est-ce que tu veux lancer d'abord le podcast ou on peut envoyer les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que le physique représente le mental de la personne? Donc est-ce que physique de chips égale mental de chips? C'est pour reprendre ton expression. Le MMA féminin. Notre avis dessus, l'avis d'Eric surtout, c'est lui qui a un avis très tranché. T'as pas d'avis toi sur Oh, on en parlera après. Vas-y. Les gars qui vendent des formations vidéo, les gars de la self-défense, la pratique du no-gi, et après on a les sujets des abonnés, la Pro League, les Europes 2024, les personnalités qui se mettent au JJB, voilà, après nos actus, et puis ce sera bon. On aura fait le tour. Voilà. Donc c'est parti, on commence avec ce qui nous énerve. Ouais. T'en as qu'un seul, du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, j'en dis 2, t'en dis 1. Non, sinon, je le dis le mien, on s'en débarrasse et après... Vas-y, parce que j'en ai 5, mais on n'est pas obligé de dire les 5. Bon, tu vois. Moi, le truc qui m'énerve, c'est les commentaires négatifs sous les vidéos. En règle générale ou sous les notes? Non, sous les vidéos. En fait, là, on a sorti la vidéo avec Jordan Zebo, une petite vidéo technique avec lui. Et j'ai dû supprimer 10 commentaires. Alors, nous, à notre petite échelle, on ne fait pas beaucoup de vues. Là, elle a fait 1000 vues. On a supprimé 10 commentaires. Je trouve ça hallucinant. Les gens, en fait, qui manquent de respect comme ça, à ce point-là, c'est vraiment... voilà, derrière leur ordinateur avec des pseudos bien cachés. C'est pas leur nom, leur prénom. C'est même pas leur photo de profil. C'est des mecs qui n'oseraient même pas lui dire en face. Voilà, ça se moque. C'est pas respectueux. Donc, comme j'avais mis en commentaire épinglé, quand c'est sur nous, les commentaires négatifs, on laisse, on répond ou on répond pas, mais on les laisse, bien sûr. Moi, j'en ai eu quelques-uns. Sur moi, j'ai eu Anthony Ropers la dernière fois. J'en ai eu plein. Ah, mais ça, c'est des petits... Ça me dérange pas. Oui, c'est pour rigoler, ça me dérange pas. Mais quand c'est sur les invités, non, je laisserai pas. D'office, ils seront supprimés. Donc, ça sert à rien de mettre des commentaires négatifs sur les invités. Par respect, ils seront automatiquement supprimés. Donc voilà, ça m'a énervé, c'est ce qui m'a énervé dernièrement. Sinon, j'ai le cœur léger. Mais en vrai, pour revenir sur ce que tu dis, il y a beaucoup de youtubeurs, quand tu écoutes les podcasts, qui disent que la plupart du temps, 100% des haters, ils n'existent pas dans la vraie vie. Parce que même un hater, s'il vient te voir dans la vraie vie, il va quand même te dire « Ah, j'adore ce que tu fais ». Alors qu'en vrai, ça se trouve, tu prends ton téléphone, tu regardes son pseudo, il t'a full commenté que des commentaires de haine. Donc, bon... Bah, Bref, moi c'est des petites baltringues. Non, c'est vrai. T'as des zoulettes aussi? C'est carrément. C'est des petites baltringues et ça m'énerve, c'est tout. Quand c'est sur moi, ça me fait rire. Quand c'est sur nous, on rigole. Entre nous, même, on se le redit. On se vanne avec. Et voilà. Bon, c'est tout. J'ai le cœur léger. Ça y est, ton cœur est apaisé. Ça y est. Allez, maintenant à toi. Moi, c'est pour revenir dans le milieu de la compétition. Je sais plus si on l'avait dit, mais c'est quand tu perds ton combat. Oui. Ah oui, peut-être qu'il va frotter un peu. Quand tu perds ton combat en compétition et genre qu'on t'a regardé et genre que t'as toujours un mec « Ah, t'aurais dû faire comme ci ou t'aurais dû faire comme ça. Ouais, tu vois, je t'avais dit. » Mais c'est trop tard, frère. Le combat, il est passé. J'ai fait des erreurs, j'ai perdu, c'est fini, tu vois. Et il y en a trop, je vais prendre dans mon cas, qui envoient des messages genre après avoir vu les vidéos quoi. « Ah, t'aurais dû faire comme ça. » Bah, super, ça m'aide bien, quoi. Mais est-ce que là, dans ta tête, tu vises une personne en particulier? Non, parce qu'en fait, c'est beaucoup de monde. À chaque fois, j'ai perdu pas mal de fois ces derniers temps. Bon, je fais des podiums, mais j'ai perdu quand même mes finales ou les demi, et trucs comme ça. Et sur ces défaites-là, chaque fois, j'ai toujours, je sais pas, je pourrais pas dire un nom, mais j'ai toujours des gens, et souvent ça se veut bienveillant, je pense.
Et en fait, c'est toujours le petit commentaire de t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça. Moi-même, je le sais. Moi-même, je sais comment que j'ai perdu. Moi-même, je sais les erreurs que j'ai faites. Donc, je trouvais que c'était pas des commentaires, on va dire, utiles. Après, je vois la bienveillance qu'il y a derrière. Donc, je sais pourquoi ils font ça, mais c'est vrai que ça me rajoute rien, quoi. Ouais. Ça me fait rebondir sur quelque chose. Ah, Souvent en compétition, mais ça me fait rire, tu vois. Donc c'est un peu comme ceux qui, tu sais, les mecs qui sont premiers et qui font monter les gars sur le podium. là, Ça, on en a parlé. Ouais. Mais je sais pas si on a déjà parlé du mec donc, qui t'a battu, tu vois. Et après, il vient te voir quand c'est fini. Ah, on s'est fait une belle guerre. Ah, t'es fort. Ah, franchement, t'étais dur là. Ah, c'était dur et tout. Alors que le gars, il t'a plié ou il t'a battu, tu vois. Ouais, il vient te... Oh là là. Est-ce qu'il aurait perdu et qu'il y aurait eu le même combat Il aurait fait la même chose. Est-ce qu'il serait venu te voir en te disant waouh, on a fait une belle guerre, c'était dur? Non. Je suis pas sûr. Faut comprendre que les gars, ils ont le seum quand ils perdent. Ouais. Pas besoin d'aller les voir. Moi, je le prends pas mal parce que je suis sociable. Donc, en fait, à chaque gros combat que j'ai fait, ça s'est fini comme ça. Bah, t'étais là, ouais, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Mais en fait, ça me dérange pas parce que à chaque fois, c'est quand c'est des combats, je perds pas grand chose. Mais si je m'étais fait fouetter. Mais est-ce que si ce serait le contraire et qui vient me dire. Et qui vient me dire, ah, c'était une belle guerre alors qu'il me punit. Voilà, est-ce que si ce serait le contraire, c'est-à-dire que si toi, les mecs qui viennent te voir, si toi tu les bats, est-ce que ils viendraient te voir, je veux dire, pour te dire la même chose? Bah, je pense que naturellement, moi, j'irais vers eux pour dire, oh, c'était chaud, frérot. Je pense que, tu vois, c'est une autosucerie dans les deux sens. C'est le vainqueur qui... Je pense que c'est des non-dits qui fait que le vainqueur va toujours voir le perdant quand il y a une guerre, tu vois. Ok. Non Ouais. Non, mais en fait, c'est ça ma question. C'est est-ce que s'il perdrait, lui, il viendrait te voir? Non, je pense que ce serait moi, par exemple. Automatiquement, pour toi, il faut qu'un aille voir l'autre. Quand c'est une belle guerre, pas quand c'est un combat pété. J'ai fait des combats pétés. Genre 31-0. 31-0, tu vas pas voir le gars qui a perdu. C'est interdit de faire ça. Ok. Je sais pas si ce sera le sujet un sujet d'un prochain podcast, mais en fait, il y a un débat en ce moment avec les mecs qui font pas de prépa physique, qui disent que ça sert à rien. Et j'entends ça souvent dans les vestiaires, j'entends ça souvent en dehors des entraînements. Ouais, les mecs qui font de la prépa physique, machin, c'est inutile, il y a que la technique, machin. Et je suis pas du tout d'accord parce que j'ai l'impression que les gens qui disent ça, c'est uniquement les gens qui font rien d'autre en dehors de c'est pour se donner bonne conscience, je pense. Peut-être. Hein. Mais moi, j'entends pas ça. Hein. Toi, tu changes pas dans les vestiaires, t'es une petite star, toi. Non, mais parce que t'entends ça que dans les vestiaires. Ouais, souvent c'est dans les vestiaires. Ouais, moi j'entends pas dans ça. les discussions de groupe, quand tu parles, quand t'échanges, toi, qu'est-ce que t'en penses, machin. Et j'ai l'impression que souvent les gens qui disent ouais, le prépa physique, la muscu, ça sert à rien en JJB. C'est toujours des mecs qui. Mais il faut que ces gens se rendent compte, ces gens-là se rendent compte que même les Miao qui sont des tiges de fer, ils se tuent à la prépa physique. Mais ça peut être de la prépa physique vraiment très spécifique au JJB. Bien sûr. Mais il y a de la prépa physique. De toute façon, à technique égale, poids égal, c'est la condition. C'est la condition. C'est la stratégie, la tactique. Mais c'est aussi, surtout, la condition physique qui va jouer. C'est le premier qui craquera au niveau du cardio, de la force qui explosera. Mais dans tous les sports, en plus, il y a de la prépa physique. Et je veux dire, sûr. Les pilotes de moto, ils font 60 kilos. Même au lancer de javelot. Bien sûr. Sport de merde. En fait, on sous-estime le lancer de javelot parce que c'est rigolo à regarder. Je sais, non, mais je dis ça parce que j'ai un pote. Il est passionné. Donc c'est une petite crotte de nez. Ouais, c'est un petit pic, il va se reconnaître. Il fait du lancer de javelot depuis qu'il est petit et il lance bien, il lance loin de fou. Voilà quoi. Ok. Mais voilà, juste il lance loin un truc. Ok. Bon commentaire du coup. On t'attend. Donc lui, grosse prépa physique, tu vois. Ouais. Bah oui, non mais le pire c'est que dans tous les sports. Je sais pas si dans l'équitation ils en font, mais j'imagine que aussi dans tous les sports il y a de la prépa physique. Quoi. Mais dites-vous que si même un lanceur de javelot fait de la prépa physique, ça veut dire qu'il faut tout le monde doit en faire. Alors là, je pense que même les gars de la self-défense ils devraient en faire. Ah bah. Oh, t'as pas voulu. On verra après ça, on en parlera après de la self-défense. J'en ai encore 3, mais c'est un peu long après. Ah vas-y, balance-en un. On voit combien de temps ça dure. Lequel je vais faire? Ah je sais pas, les 2 derniers je les aime bien. Il y a un truc qui m'énerve en ce moment, c'est que j'ai l'impression que genre tout le monde veut devenir pro en MMA. Il y a une mode, il y a 2-3 ans c'était la mode du fitness, tout le monde allait à la salle, et là en ce moment tout le monde veut être pro en MMA. Tu me regardes comme si je visais quelqu'un. Je parle de tout le monde. Tu vises des gens toi? Non, mais jamais.
je suis pas comme ça. Moi, je fais une rafale large. Moins ciblé que moi. Ouais, toi, tu dis les prénoms. Mais je sais pas ce que t'en penses, si dans ton entourage, t'en vois, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent être pros. C'est pas juste qu'ils veulent faire du MMA, qu'ils veulent. Parce que je pense qu'on veut tous, dans la finalité, à partir du moment où tu pratiques un art martial, être très complet. Et le MMA, c'est une bonne discipline pour ça. Mais autour de moi, en tout cas, je vois tout le monde, c'est un grand mot, mais je vois énormément de monde qui veut être pro. Comme si ça rapportait quelque chose, le MMA, quoi. Bah ouais, je sais pas. C'est quelque chose qui m'énerve, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une tension que j'ai que je dois Ok. évacuer. Ok. Bah ouais, écoute, ça t'énerve, alors si tu l'as évacué, Ça c'est y bien. est, ça va ma thérapie. Non, il faut dire à ces gens-là que bah ouais, mais avant de se lancer en pro, il y a déjà au moins T'as le circuit amateur. 6 combats amateurs à faire minimum. Et moi, personnellement, je trouve que le circuit amateur, c'est très 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 bien pour se faire de l'expérience dans la cage. Mine de rien, il est relevé. Hein. On Oui, l'a vu là, les championnats du monde. mais c'est très bien pour se faire de l'expérience dans la cage. Et plus tu fais des combats amateurs, enfin, non, c'est pas ça que je voulais dire. Quand tu fais des combats amateurs, ça entache pas ton palmarès en pro. Oui. Tu peux avoir Tu peux 10 faire un victoires, 30, 10 ouais. victoires, 10 défaites. Quand tu passes en pro, tu repasses à 0-0. Ouais. Donc autant faire les défaites, les erreurs en amateur et après passer en pro. Donc ça, peut-être quand ils disent ça, ils parlent d'un objectif à long terme. Après, c'est vrai que s'ils disent ça pour un peu se faire mousser ou quand les gens entendent, c'est un peu ridicule. Comme si c'était un boulot qui rapportait de l'argent, je veux dire. Les gens qui en vivent, ils se comptent sur le doigt d'une ou deux mains, quoi. Maximum. Il y a énormément d'appelés, très peu d'élus. Donc voilà, même quand tu rentres à l'UFC, hein, tu rentres avec des tout petits salaires. Enfin, tout petits salaires, on se comprend. Mais c'est à cette échelle-là, c'est pas beaucoup. le premier, je crois que le premier contrat à l'UFC, c'est 12 plus 12, je crois, ou 10 plus 10. C'est-à-dire que 10 000 euros, c'est ta paye. Et si tu gagnes le combat, donc c'est doublé. À chaque fois, c'est comme ça, 10 plus 10, 12 plus 12, 20 plus 20. Mais à savoir que déjà, quand tu combats aux États-Unis, tu as d'office 30% qui sont sucrés. Ouais. Si tu combats 3 fois dans l'année, c'est un truc de fou. Ouais. Et il faut que tu gagnes à chaque fois pour avoir le salaire doublé. Donc, en fait, finalement, imagine, tu combats 3 fois, ce qui est énorme. Donc, tu fais 2 défaites, 1 victoire. Au bout du compte, t'as eu un SMIC, quoi. Tu vois, t'as 40 000, tu retires 30%. Enfin, c'est vraiment... Allez, si on prend tout mis bout à bout, même s'il ne gagne pas, il combat 3 fois, et, disons que c'est 12 000, t'enlèves les trucs, à la fin, ça fait même pas 15 ou 20 000 euros. Je sais pas, faudrait faire le calcul, mais, ouais. mais enfin, ça t'as fait un SMIC, quoi. 20% pour l'entraîneur, t'as 10% pour le manager, Ah oui, t'as les j'avais oublié 30% ça, quand tu combats aux États-Unis à l'UFC, t'as 30% qui partent. Donc après, bon, les salaires montent au fur et à mesure des combats et des contrats. Tu as une communication marketing, une communication sur les réseaux. C'est ça. Le truc, c'est qu'il faut jouer là-dessus pour gagner des followers, avoir des contrats de sponsoring qui te rémunèrent tous les mois, tout ça. Enfin bref, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et moi, je suis pour le circuit amateur, pour les gens qui se lancent. Carrément. Ça fait de l'expérience, ça n'entache pas ton palmarès, ton futur palmarès pro. Donc, ce serait mon petit conseil. Mais moi, j'ai le cœur apaisé là-dessus. Aujourd'hui, je suis cœur léger. Bah, écoute, est-ce que je termine avec les 2 derniers ou tu veux passer au sujet ? Je sais pas, est-ce que si c'est... Bon, comme tu veux. Hein. Parce que ça fait peut-être un petit peu long, là. Écoute, comme tu veux. Allez, vas-y. Les 2 derniers ? C'est un plaisir pour moi d'écouter ça. Vas-y, dis-en un. Je sais qu'il y a du... Non, c'est... Il y a de l'ironie là-dedans. Je vais en faire qu'un seul, du coup. Là, par exemple, on va en parler tout à l'heure, mais on est allé à la Pro League. Et on a vu pas mal de compétitions ces derniers temps, ne serait-ce que parce que moi j'ai enchaîné les compétitions là. Et j'ai vu énormément de combattants, surtout en black belt, qui quand ils perdent, ils exagèrent un petit peu la blessure sur la soumission. Tu sais, quand le gars il se fait soumettre, pour pas vraiment assumer qu'il s'est fait battre, il va exagérer un petit peu le fait qu'il s'est fait mal. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, j'en ai vu pas mal sur des clés de cheville, bien que ça fait mal, hein. J'ai l'impression genre que s'ils sortent pas en boitant, ils peuvent pas montrer qu'ils ont perdu sur un mec trop chaud ou un mec qui les a vraiment parce que genre... Ouais, mais ce que t'expliques là, c'est que le mec s'il simule, c'est après la soumission. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que en gros, j'ai l'impression que parce que de tout ce que j'en ai vu aucun faire. Il a tapé et il ressort normal. Tu vois, il peut pas ressortir genre j'ai perdu, voilà. Non, tu penses qu'il veut montrer qu'il a été plus loin, qu'il a résisté. Il a poussé un petit peu son curseur, alors qu'en vrai, on l'a tous vu taper en 3 secondes chrono, tu vois.
Mais j'en ai vu énormément sortir comme ça en boitant, si, puis pleurer, et puis truc, et puis. Alors qu'on est loin des championnats du monde, tu vois, il n'y a rien à la clé. Et j'avoue que j'ai du mal avec ça. Avec le truc de. Tu sais, tu t'es fait soumettre, ouais, t'as je tapé. Enfin, si t'as tapé, c'est que tu voulais pas casser. Si t'as cassé, t'avais pas besoin de taper, quoi. Ouais. Je sais pas. Je Toi, peux t'es commencer. pas. Bah, ça me fait penser à un truc qui m'a énervé justement dernièrement. Donc, je vais raconter l'anecdote. Ah, Je coachais donc à Bretigny un, un petit jeune qui est au club mais qui vient pas à mon cours. Du coup, très dur à coacher. et du coup, tu connais pas. J'étais obligé limite de lui dicter les techniques. Mets ta jambe, mets ton genou entre les fesses, ta jambe, non pas là. Tu sais, limite. Donc c'est très compliqué très compliqué. C'est un jeune donc qui est du club mais pas à mon cours. Donc je connais pas son jeu. T'as pas son game plan et Voilà, toi, t'as je pas une connais pas son stratégie. jeu. J'étais là, il y avait les gens du club, donc je coachais. Mais lui, bon, voilà, il est dans d'autres clubs, il vient ici, donc je l'ai coaché. Mais c'est pas ça qui m'a marqué, c'est qu'il met une clé de cheville au mec, le mec tape, et au moment où il met une clé de cheville au mec, il se fait une grosse crampe. Alors je sais pas si c'était du chiquet ou pas. Il se fait une grosse crampe. Du coup, le mec tape, le mec se relève, et lui, il se tenait le mollet. Il s'est donné un spectacle, il hurlait. Et du coup, c'est le mec qui s'est pris la clé de cheville, qui marchait normal, qui l'a tenu et qui l'a sorti du tatami et lui boitait. Franchement, ça a été abusé. Un peu de dignité, tu sais, genre c'est une crampe, c'est pas. Même si ça fait très mal, va crier en dehors du tatami. Ouais. Non mais attends, c'est le mec qui s'est pris une clé de cheville, qui marche normal et qui tient qui le gars, ramène le gars qui et à l'a battu. cloche-pied. Non mais attends, tu vois. Et ouais, c'était voilà, un petit peu de dignité quand on est sur le tatami. Ouais, ça rejoint ce que je disais, le truc d'exagérer parfois. Tu sais, ta victoire, ta bien défaite. sûr. Je veux dire, on est loin des championnats du monde, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'exulter sur une Non, victoire et pas besoin de pleurer pour une défaite. Ah bah c'est sûr. Moi, c'est des trucs que j'ai du mal à comprendre. Quand tu vas à l'Open de Normandie et que tu perds au deuxième tour en Master 4, pas besoin de... Tu tapes par terre. la tête entre les mains, en train de pleurer. Il n'y a rien à la clé, t'as juste gaspillé du temps et de l'énergie, donc à la limite, t'as rien perdu, quoi. Faut le prendre à la légère, même si ça fait chier de perdre, t'es pas obligé de... on est tous investis pareil dans toujours. le sport, tu vois. En fait, moi, faut garder, je pense, une bonne attitude. Victoire ou défaite, pas manquer de respect à l'adversaire et garder une bonne attitude. Donc, une bonne attitude, c'est une attitude correcte et digne, tu vois. Pas besoin de waouh, ou alors pas besoin de. Au final, ça rejoint le code moral du judo, tu vois, d'avoir du respect, juste d'être humble, tout ça. Quoi. Rester digne, quoi, ne pas chialer par terre. T'as perdu, tu te lèves. Les JO, parce que ça demande énormément d'investissement, de temps, de sacrifices, que là, je comprends. Tu as passé 2 ans loin de ta famille. Bien sûr, non mais là, on parle pas de ça. Et là, un Open, comme tu as dit, en Normandie, en province. Moi, j'ai plus de respect pour le mec qui perd, même salement. Il se relève, il se rhabille, il fait son salut, il check le gars, bien joué, t'as été meilleur, hop, plutôt que le gars qui gagne et qui saute partout. Voilà. Après, attention. Il y a des moments où le show, on en a besoin. Oui. Là, on a été à la Pro League. Quand Reda Meptouche, il mime le truc de la couronne à la Gordon Ryan, là, c'est magnifique, ça nous régale, tu vois. Et puis, c'est un événement qui est fait pour, qui est audiovisuel. Donc, c'est retransmis sur les réseaux. Mais nous, on parle du petit Open à gauche, à droite. Ouais, c'est... Allez, au championnat de France, que tu fasses ça, c'est normal, il y a un enjeu. À la limite, Et encore, je trouve que, voilà, moi, c'est pour ça que je parle de championnat du monde, parce que... Championnat de France, black belt, adulte. Ouais, ok. Voilà, oui. Là, tu peux faire des signes, des gestes, des trucs, tes mecs qui te connaissent. Ceinture bleue. Ouais, voilà, tu vois. Mais ouais. Faut garder l'ordre des choses. Oui, d'accord. Bah, je pense qu'on a ça y est, j'ai vidé mon sac. T'as vidé ton sac ? Ouais, me voilà apaisé. T'as le cœur léger ? Ah là. Allez. Je comprends dans quel état tu te trouves. Tu peux venir à ma table. Ok, et bah partons sur le premier sujet. Allez, premier sujet du jour. Est-ce que le physique... Tu veux le mettre maintenant celui-là ? Bah ouais. Ok. Je fais dans l'ordre. Hein. Bah oui, si tu veux. Allez, let's go. Est-ce que pour vous, pour nous, on va en débattre, physique égale mental ? C'est-à-dire que je m'explique. Quelqu'un qui a un petit physique, est-ce que ça veut dire qu'il a un mental faible ? Est-ce que quelqu'un qui a un gros physique veut automatiquement dire qu'il a un gros mental ?
Voilà. Est-ce qu'on parle dans les sports de combat ou dans tout le sport? Moi, en fait, je voulais faire dans tous les sports, parce que dans le sport de combat, il y a trop de variantes. Ok. Mais pour définir ce que tu viens de dire, un gros physique, pour moi, c'est pas forcément un mec bodybuildé. Non. Un gros physique, c'est quelqu'un qui a vraiment, que ça soit une condition physique, une condition physique, ça. Ouais, ça une marche condition bien. physique. C'est-à-dire, il est pas gras, il est musclé, ses muscles sont fonctionnels. Enfin, Voilà, tu vois, il est endurant, on le ouais. sait. Tu peux tourner avec pendant des heures. C'est Enfin. ça. Et pour moi, ça peut très bien être quelqu'un qui fait 60 kilos comme 120, ça n'a rien à voir. C'est pas ce que tu disais la dernière fois. Attends, j'arrive Ok. à mon raisonnement. Mais en gros, parce qu'il y a des athlètes qui font 60 kilos et qui ont des physiques de fous furieux. On peut le voir à l'UFC et tout ça, tu vois. Mais... Ils font 1m12, mais oui. Oui, voilà. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que le ratio il est important. Bah, je Mais dis par ça contre... comme si je faisais 1m. T'es même pas légitime pour moi. Je suis limite dans cette catégorie-là. Oui, c'est pas faux, mais toi t'es un petit gros, c'est différent. Ouais. Et à contrario, du coup, tous les gens qui ont un physique, je vais être dur, mais un physique de chips, c'est ce que je disais, c'est les gens qui ont, qui ont un peu de bidoche, qui s'entretiennent pas, qui ont pas un physique adapté à une discipline sportive. Une discipline sportive. Ok. Parce que l'expression qu'on avait évoquée dans le podcast en question, c'était... Mental de chips. Pour moi, de chips. toi t'avais dit exactement, pour moi, physique de chips, mental de chips. C'est ça, exactement. Et donc, mais un physique de chips, pour toi, c'est pas forcément un mec maigre. C'est pas que un mec maigre. C'est un physique de chips, c'est vrai que chips, c'est peut-être trop précis. Quand on dit, lui, c'est une chip, ouais. c'est une chip, c'est un mec maigre. Mais c'est vrai que t'as raison, chips, c'est pour désigner un mec maigre. Mais en réalité, souvent, les mecs maigres, ils ont une mentalité à la con. Bon, ok. Mais en fait, si on peut ouvrir plutôt le truc. Parce que physique, vieux, mental. Ouais, ça marche bien. Voilà, très bien. Physique, vieux, mental. Alors, vas-y. Donc, tu veux que je commence avec mes arguments? Ouais, vas-y, on échange, tranquille. Donc, pour moi, pourquoi vieux physique, vieux mental? Parce que si t'as pas une discipline, on en a parlé d'ailleurs, et une rigueur à l'entraînement, tu peux pas avoir un mental solide. Quand bien même il t'arrive des trucs dans la vie, machin, si t'as pas cette rigueur, ce truc de dépasser tes limites, je vois pas comment dans la vie t'arrives à faire des choses. Tu vois? Je parle pas que sportivement, je parle dans la vie en règle générale. Oui, on parle de mental dans le sport ou dans la vie. À savoir que pour moi, les deux se rejoignent. Quand tu développes un gros mental dans le sport, quand il t'arrive une petite galère dans la vie, tu te dis attends, toute la journée, je me fais rouler dessus, je fais des guerres, je suis dans le mal, je continue. Et là, ce petit retard va me... Non, tu vois. Donc, totalement, ouais. Pour moi, le mental que tu acquiers à la salle, peu importe le sport, se reflète sur la vie. Ça te forge vraiment une personnalité. Ensuite, pour revenir au sujet principal, vieux physique égale vieux mental, finalement, je suis assez d'accord. Parce qu'au début, on n'était pas d'accord. Quand tu m'as dit physique de chips, mental de chips, moi, je pensais à un mec fin, vieux mental. Pas forcément, parce que tu peux être fin et avoir une condition physique de malade. J'en connais plein. C'est pour ça. Hassan. De fou. Mais attention, il y a une grosse condition physique. Voilà. C'est pas pareil. Mais tu pourrais dire que dans la rue, tu le vois habillé, c'est une chips. on peut dire c'est une chips. C'est vrai, t'as raison. Et même torse nu, on peut dire c'est une chips parce qu'il est très fin. Il fait moins de 50 kilos, mais en vrai, pour sa catégorie, il a une densité. Il a une physique, il a une force de fou. Il a un physique de malade. Grosse condition, gros cardio. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec toi. Parce que moi je connais des mecs, quand je dis maigre, donc petit gabarit, mais avec des mentales de fous furieux. Exactement, mais ça encore c'est parce que ça c'est des combattants. Et les combattants pour moi ils rentrent pas du tout dans les catégories générales. T'as bien vu les mecs de 60 kilos, souvent ils ont une haine, les mecs ils sont hargneux. Ouais, bien sûr. Ils combattent quasiment que au système nerveux ces mecs là. C'est pour ça que c'est des mecs qui ont des cardio illimités, donc eux ils ont des mentales de malades. Mais souvent c'est pour ça que je trouve que c'est plus... on va dire intelligent de s'embrouiller avec un mec costaud qu'avec un mec qui est fin, parce qu'il a rien à perdre, le mec qui est fin. Il est forcément plus fin que tout le monde et plus léger que tout le monde. C'est-à-dire que lui, il a rien à perdre. Tu vois, il va cogner jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est comme les petits roquets. Il va s'accrocher, il va plus lâcher. Donc, voilà. Après, il y a une dimension de force aussi, que si le lourd te frappe, si le lourd te tombe dessus, si le lourd... Bref, mais ça, c'est un autre débat. Mais oui, je suis assez d'accord. Donc, on est d'accord que le mec qui a un bon physique, il a forcément un bon mental. Et le pire, c'est qu'on est obligé de le mettre dedans, dans le sens où il y a des mecs qui ont des gros physiques, qui ont des mentales à la con. Ça existe. Mais pour moi, gros physique, c'est pas physique esthétique.
Oui, Parce tout à que fait, ouais. C'est pour ça, parce que ça, je l'avais pas dans la catégorie. je vais un peu tirer sur les mecs de la muscu. Là. Ouais, bah j'allais le faire. Les gars de la muscu qui font que de la muscu, 100% ça, ouais. ils développent un gros physique. Pour certains, Euh, c'est pas toujours. Ah, quoique. Non, en fait, je change d'avis. En fait, si. Je change d'avis en direct. Regarde, non, regarde. Parce que les mecs, ils tiennent des diètes. Ouais, mais attends, d'enculés. parce qu'en fait, dans ton raisonnement, je te suis jusqu'à ça. Parce que regarde, tous les mecs en bas de la muscu, ils ont pas de mental jusqu'à un certain nombre d'années. Parce que t'as beaucoup de mecs qui commencent, ils font de la muscu 2-3 ans, ils s'arrêtent. Moi, ceux que je vais aller dans ton sens, donc ceux que je respecte, c'est ceux qui ont, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils font de la muscu, ils ont pas lâché, ils ont un physique énorme. Moi, c'est ceux qui ont des diètes de fou. Ouais. Qui ont un physique il faut les écorché. tenir. Ouais. Ils ont un physique écorché. Tu te dis, la diète, ils tiennent la diète, mais Ouais, comme c'est des. clair. C'est clair. Et ça, ces mecs-là, il faut un mental, c'est clair, il faut une discipline. Il faut un mental d'acier pour pas craquer. Je pense Tout le monde mange une pizza, t'es là, oui. tu manges ton poulet tout sec. Après, il y en a qui ont des génétiques de fou furieux. Oui, et puis il y en a qui se chargent et tout. Comme c'est comme dans tous les Mais quand tu tiens une diète, oui, pour le coup. Ouais. Mais du coup, est-ce que maintenant, ça veut forcément dire qu'un mec qui n'a pas de physique, il n'a pas de mental? Il est en train de se construire potentiellement son mental. Parce que ça, c'est encore une autre catégorie. Là tu vois un petit lardon. Bah, si je vois un petit lardon, pour moi, premier abord, je vais me dire, c'est. Ah, je sais pas comment ça va être dur, mais je vais me dire, ouais, ce mec-là, il va pas tenir, tu vois. Et après, tu apprends à connaître les gens aussi. Tu vois, moi, je connais des gens qui sont un peu grassouillets, qui sont hyper dédiés dans leur truc. Qui ont un gros mental. Et je les ai toujours connus comme ça. Je sais pas si je dis les noms parce que c'est plutôt, comment dire, gentil ce que je vais dire. Ah ouais. Peut-être qu'on coupera, tu mettras un bip. Mais par exemple, au club, il est un petit peu grassouillet, 94 kilos, mais on voit qu'il a la mentale. Ouais, mais il est en train de se forger un mental. Non, mais dès qu'il est arrivé, dès qu'il est arrivé... Tout à fait d'accord. Il a un début de bon mental, mais il a des... Non, mais il a toujours eu la niaque, la mentale, l'abnégation, depuis qu'il est ceinture... Enfin, il est toujours ceinture blanche, mais depuis qu'il est arrivé, pour moi, ce mec-là, gros mental. Mais c'est pas et pourtant, on peut pas dire non plus, il est costaud, hein, l'enfoiré. Il est costaud, mais il a pas il a pas un cardio. Il vient de commencer aussi, donc c'est difficile. Voilà. Mais par contre, il a un gros mental. Il lâche pas, il lâche rien. Ouais. Donc. Ouais, c'est vrai que c'est un bon exemple, mais il vient de démarrer une discipline qui fonctionne pour lui, dans le sens où t'as vu, des fois t'essaies des disciplines, tu sens que t'es mauvais, t'arrives pas à ouais, bien sûr. Lui, il est rentré dans son truc, il est déjà fort. Mais dès qu'il est arrivé. Il avait tout de suite un gros mental, il lâchait pas et donc il avait gros mental, pas de physique. C'est pas vrai parce qu'il a pas de physique, il fait quand même 95 kilos le machin. Oui, mais 95 kilos, voilà. Pas dégueu de fou. En fait, c'est parce que nous on va être matrixé. Alors je sais pas si toi t'es autant matrixé que moi, mais on est matrixé par certains physiques. Mais non, il est loin d'avoir. En fait, tu le mets dans la rue avec n'importe quel mec, pour n'importe quel type lambda, il est costaud. Hein. Oui, mais c'est le petit mec grassouillet qui faisait. Enfin, je sais pas. Mais il est grassouillet pour nous, je pense. Ouais, je sais pas. À notre échelle, il est grassouillet. En tout cas, mais je vois des physiques comme ça au club, j'en ai plein en fait. Des gars, pas des gros, mais des mecs qui sont fins, mais qui n'ont pas de physique, pas de conditions, mais qui lâchent rien. Mais je vais pas dire tous les noms des gars. Bah non, et puis parce qu'après, si tu prends en exemple des gens qui sont jeunes, c'est vrai que ça fait des exceptions par rapport à ce que j'ai dit. Parce que les jeunes, bah, tu n'es pas avec un physique de fou. Et il faut du temps, ça prend des dizaines d'années pour avoir un physique abouti. Donc si tu prends les jeunes de 16, 17, 18, 19 ans, ils commencent tout juste. Oui. Donc, du coup, le mental arrive avant le physique. Du coup... Alors oui, c'est ça. Donc physique n'est pas égal mental. C'est pas... si t'as le physique, t'as un gros mental. Si t'as pas de physique, c'est plutôt si t'as un gros mental, t'auras le physique derrière. En fait, le fruit de tes efforts, c'est ton physique. Si t'as pas de physique, tu peux avoir un gros mental. Pour moi. Donc pour moi, physique de chips, vieux physique n'est pas égal vieux mental. Ah, je suis pas d'accord. Pour moi, il faut forcément avoir un bon mental pour avoir un bon physique. Parce que dans toutes les disciplines, il faut avoir un bon mental pour avoir un bon physique, oui, mais il faut pas avoir un bon physique pour avoir un bon mental. Les mecs qui ont un bon physique, ils ont forcément un bon mental. Là, on est d'accord. Ouais. Mais les mecs qui n'ont pas de physique, ils n'ont pas forcément pas de mental. Pour moi, un mec qui n'a pas de physique, il peut avoir un gros mental. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Parce qu'il y a des exceptions où je te suis. Mais en règle générale, après, c'est vrai qu'on a pris dans le sport. Mais dans la vie, il y a plus de chances dans la vie que tu croises un mec qui a un vieux physique
Oui, mais là, on parlait dans le sport. Mais si on parle dans le sport, effectivement, mais parce qu'il y a des Moi, exceptions. enfin, c'est pas des exceptions, c'est plein d'exemples finalement quand je réfléchis. Ouais. Des mecs qui n'ont pas de physique, des mecs qui commencent, qui ont déjà une bonne grosse Oui, tu mentalité. viens de le dire. Quand on Ça parle de commence. mental, on parle de mecs qui lâchent rien, qui n'arrêtent pas au deuxième combat. Ouais, non, je suis fatigué, qui va jusqu'au bout. Tu combats avec lui, même Il si dit tu jamais le. non, il refuse aucun Il combat. refuse va à la aucun guerre. combat, c'est même lui qui vient te chercher. Enfin, gros Mais tu viens de mental, le quoi. dire aussi, Mentalité il commence. de guerrier. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le physique, ils ont déjà le mental. Oui, parce que ces mecs-là, ils commencent. Parce que fatalement, eux, tu les prends dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils seront balèzes de fou. Oui, mais pour l'instant. On a plein d'exemples. Oui, mais donc ça revient à ce que je te dis. Physique, t'as un gros physique, t'as forcément un bon mental, mais tu peux avoir un vieux physique et un bon mental. Ça s'y prête pas tout le temps, mais il y a des cas où je suis d'accord. Bah moi, je connais plein de cas comme ça en tout cas. Ouais. Mais je pense que là, on a perdu un peu les gens, on a un peu. Ouais, on a un peu digressé. Ouais. Pour la conclusion, du coup, pour moi, avec un gros mental, t'as un gros physique. Toi, tu penses que tu peux avoir un bon mental sans le physique. Ouais. Ok. Voilà. Je pense qu'on a un peu perdu les gens. Merde, j'espère que. Bon, ça dites-nous va. en commentaire hein, si on a un Ouais, peu trop peut-être qu'on digressé. cuttera un peu, je sais pas. Ah, bon, Bon, on verra. voilà. N'hésitez pas en tout cas à nous faire vos retours. Bon, là, c'est un sujet que tu m'as suggéré. Ouais. Tu m'as mis MMA féminin nul. c'est pas comme ça que j'avais marqué. Là, t'as sorti du contexte ma phrase. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Alors, attends, parce que je regardais si on n'avait pas en même temps des... Ah si, voilà, on en a eu. Des sujets? On a eu des sujets aussi. Ah, bon, on traitera vos sujets, il y en a des intéressants. On traitera vos sujets à la fin. Donc, pour revenir au sujet du jour, donc est-ce que le MMA féminin est nul? Voilà. C'est la question du jour. Est-ce que tu veux commencer avec des arguments ou est-ce que je lance mes arguments et tu me dis? Bah, tu lances des arguments et j'essaye de les démonter, si je suis pas d'accord. Vas-y. Alors, on a fait plusieurs shows MMA. On a fait de l'amateur, on a fait du pro, on a fait du vraiment, on va dire, presque niveau UFC. On peut dire qu'à RS, on est proche du niveau UFC. En fait, non, c'est pas ça. On loupe aucun événement. Soit Oui, c'est vrai. à l'étranger, on les regarde ici, enfin, on les regarde en groupe, on les regarde ensemble, ou on se déplace, mais globalement, on loupe aucun show, que ce soit du KOF à l'UFC, en passant par la RS, le KSW, l'Hexagone, on regarde tous les shows. Même des shows amateurs auxquels on est parti voir, etc. Et dans tous ces shows-là, combien de combats féminins t'as retenu? Genre des grosses guerres. Peu, c'est vrai. Et j'ai peut-être une explication. Alors, je sais pas à quel point ça va être sexiste ou pas, mais je trouve que les filles en MMA, elles sont pas faites pour ça. C'est ennuyant à mourir. C'est un peu comme avec les légers, les patates, elles font aucun effet, on a l'impression. Après, c'est pas nous qui les mangeons forcément, mais en tant que spectateur, j'ai l'impression qu'il y a zéro dégâts. Enfin, c'est long, c'est des combats qui vont jamais au KO, c'est que à la décision. Enfin, il y en a eu, on en a vu au KO, qui se termine au KO, mais c'est super rare et je trouve ça ennuyant. Et au dernier arrêt, il y a quand même eu une anglaise. C'était pas cet arrêt, ça, c'était. Si. Une anglaise un peu Ah maquille. oui, la black. Ouais, non, mais elle l'a pas fini au KO. Ah si, t'es KO. T'es KO, c'est vrai. Mais parce qu'elle avait une merguez en face. Elle avait un punching ball en face. Elle avait un coach dans son coin, la nana en face. Ouais. En fait, il y a moins de nanas comme elle, d'ailleurs, parce que c'est bien que tu me le fasses rappeler, parce qu'elle était impressionnante, tu vois, elle combattait bien, mais tu lui mets une athlète de son niveau, je suis pas sûr qu'elle fasse la même chose, qu'elle fasse les saltos qu'elle faisait, les trucs qu'elle faisait, tu vois. Et il y a plus souvent des combats qu'on a vus où ça se met des patates de forain, mais sans effet, ou mauvaise technique, etc. Alors, des exemples, il y en a quand même pas mal. Là, en 2 secondes, je peux te citer Holly Holmes, Chrissy Borg, Ronda Rousey, Manon Fiorot, Rosna Mayunas, Wei Li Zhang. Déjà 6 en 2 secondes sans réfléchir. Donc, je trouve. Après, c'est du roster UFC aussi. Donc, c'est aussi les plus fortes féminines du monde. Donc, c'est encore différent. Il y a l'anglaise, il y a Alex Tekena qui est très forte, très dure. Elle est forte, mais ses combats, ils m'ont pas marqué. Tu vois, je pourrais pas te dire, oh, le combat d'Alex Tekena, je me rappelle pas du tout, tu vois. Elle cogne dur, elle est forte. Et puis, elle est résistante, elle est dure au mal. Mais j'ai plein d'exemples en fait qui me viennent en tête.
qui me dit que voilà. Mais après, factuellement, je vais pas faire le mec, je suis à fond contre toi parce que Ouais, parce que t'es un peu d'accord. voilà, aussi, il faut qu'on ait deux avis. Je me fais un peu l'avocat du diable. C'est vrai que les événements qu'on a fait, donc hors UFC, quand il y a des combats de femmes, c'est plus ennuyant. Mais pourquoi ? Je pense Il y que a plusieurs en facteurs. fait, c'est moins impactant. Tu Ouais. vois des moins de 84 kilos, des strikers se mettre des coups de fou, des gros coups au sol. Tu vois, il y a de Ouverture, l'impact. machin, ouais. Les filles, il y a forcément moins d'impact. Il y a moins de force. Bah, en Dans fait, tous c'est les- comme quand tu regardes les combats des légers. Quand tu regardes C'est les ça. 60 kilos, on se dit, bon, bah, Exactement. pas mal, quoi. C'est quand même moins agréable de regarder Figueiredo plutôt que Ngannou, en vrai. Ngannou, à l'inverse, c'est bien le premier round. Après, Oui, et puis, ouais, mais il y a toujours effectivement, cette il y a- adrénaline ouais, il y a toujours du chaos cette power. épée de Damoclès sur la C'est tête. vrai. Tu le regardes quand même avec attention, tu te dis à tout moment, bah, Ouais, ça va tomber. KO, il appuie Ouais. sur le bouton off, tu vois. Et je pense que pour les femmes, c'est ça, il y a moins de force, moins de puissance, moins... On regarde en sachant qu'on verra pas de KO, que ça va pas frapper fort. Ouais. Par contre, pour les amoureux de la technique, les combats de femmes sont très techniques. Les femmes sont fortes pour les sports techniques. Bah, En JJB, un combat de femmes, c'est beau à regarder. C'est et très bah, technique. là, je suis d'accord avec toi. Parce que pour moi, le JB et le judo, c'est deux disciplines où les femmes, enfin, elles excellent. En judo, en tout cas, elles excellent. Enfin, l'équipe féminine, par exemple, en judo, je la trouve beaucoup plus forte que l'équipe masculine. Donc, à chaque événement, l'équipe féminine elle est toujours première ou Ouais. deuxième. Et l'équipe masculine, c'est jamais trop le cas, tu vois. Et après, le deuxième facteur, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a moins de monde dans les catégories qui, du coup fait qu'elles ont moins de challenge, quoi. Mais je pense que c'est ça. En pourcentage, en pratiquant de MMA, je pense que c'est très peu. Du 5%, même Ouais, pas. c'est très peu. Ouais. Donc forcément, celles qui s'y mettent, bah, c'est pas l'élite, c'est les gens. Ça, sur 100% de gens qui se mettent au MMA, il n'y a pas d'élite. Beaucoup Enfin, de femmes, il n'y a pas 100% d'élite. C'est-à-dire que s'il y a 95% d'hommes, c'est peut-être 5% de ces hommes-là qui vont faire des combats pro et tout Ah ça, oui, parmi oui, tous oui. les pratiquants. Et déjà, Donc les femmes, s'il y a que 5%, ça va être quoi qui va un peu percer 1%. Ouais, c'est vrai. Donc ouais. forcément, tu vois. Oui, en fait, déjà, il y a un entonnoir déjà par Mhm. le prisme du C'est côté ça. pro. En plus, t'es une femme, donc ça réduit encore les chances. Mais je suis d'accord avec toi. On s'ennuie beaucoup plus quand on regarde un combat de femmes. Mais il y a des milliers d'exceptions. Donc voilà, ne vous découragez pas. Prouvez-nous que voilà, ceux qui se lancent. Voilà. Ah, des fois, je fais des maxis ombres, j'ai pas vu. C'est bon, on peut passer au sujet suivant. Ouais, bah ouais, c'était bien, t'as fait la conclusion, donc c'est bien. Allez, sujet suivant. Qu'est-ce qu'on pense des gens qui vendent des formations vidéo sur la self-défense? J'avais dit, quand je t'ai proposé le sujet, en fait, c'était technique. Parce qu'il y a, dans tous les attention, sports pour moi. il y a deux avis différents. Bah, moi, par exemple, je suis assez contre les vidéos. Par exemple, Alors qu'on en propose sur la chaîne. Ouais. donc, formation... Non, nous, on propose des pas une vidéos formation, techniques, mais c'est pas, c'est une vidéo on technique. vend rien, on vend pas Exactement. une... Non, en fait, c'est parce qu'il y a quelques années de ça, c'est moins un fléau maintenant, ou alors c'est peut-être parce que c'est accepté, mais il y a quelques années de ça, tu avais des mecs qui venaient en club avec regarde ce que j'ai vu aujourd'hui sur Instagram ou sur YouTube, machin. Et pour moi, il n'y a rien de mieux qu'une pratique en club. Bien sûr. Dans tous les cas, peu importe le support vidéo, il faut 100% pour moi une pratique physique en club, une vraie pratique réelle. En club, pas chez toi, essayer avec ton frère, non, non. Il faut une pratique en club. Mais maintenant, il faut savoir de quoi on parle. Formation technique sur un sport, ça peut être très bien. C'est à condition qu'elle soit bien réalisée. Le prof de JJB qui enseigne à ses élèves, ok, il est prof pendant 10 ans, ok, il doit faire évoluer ses élèves. Il doit continuer de se former, Tout à fait. pour moi. Et ça ne retire rien à son niveau technique, mais il doit continuer à se former. Pour être au goût du jour, on va Donc, dire. d'acheter une formation vidéo sur ce qui m'arrive, sur BJJ Fanatic, par exemple, il continue, il construit, il continue d'apprendre,
il pratique, il l'essaye, il pratique, il le retransmet à ses élèves et il progresse aussi techniquement. Donc pour moi, ça c'est très bien. Alors, tu vois, moi, par exemple, j'ai du mal à comprendre pourquoi plutôt le faire en vidéo qu'en stage, en sachant qu'il y a forcément des stages à droite à gauche. Bah non, pas forcément. Tu vois, genre Je parle, un exemple, la X-Guard ou la garde papillon de Marcelo Garcia, c'est 4 vidéos d'1 heure. Qui de mieux que Marcelo Garcia va t'expliquer, tu vas aller dans un stage. C'est moins bien que Marcelo Garcia, Non, mais forcément. je veux dire, regarde, lui, il donne bien des stages, tu vois. Bah, tu vas aller à New York. Bah, ça te fait faire un voyage en plus. Enfin, tu vois, Donc, il y a un donc si partage, dans l'année, tu veux t'acheter 5 vidéos, pour progresser personnellement, tu vas faire 5 voyages à New quoi. York. Bah, moi, là, là, là. j'aurais trouvé ça plus. Mais le gars qui n'a pas le temps, qui donne son Ouais, cours, bah, qui a bien un sûr. travail. Pour moi, la vidéo, c'est un bon substitut à justement le fait que tu puisses pas te déplacer. Mais j'aurais plutôt dit que le Mais ça, meilleur, c'est le partage. C'est-à-dire Mais que tu ça, vas dans d'autres c'était clubs, tu avant. vas Mais dans là, d'autres- maintenant, il y a l'évolution, justement. Ouais. Et je pense que c'est une bonne évolution. Avant, les gars, ils partaient à New York. Là, ils revenaient avec des techniques. Mais la technique évoluait beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. Ouais. Puis maintenant, Aujourd'hui, grâce à tout ça, le prof, en fait, si tu as un prof peu technique, malheureusement, tu arrives dans un club, le prof, il est peu technique, et ben, tu vas vite être bloqué. Si tu as un prof qui continue de se former, il a une pratique physique journalière, il continue de se former avec des vraies vidéos et des vrais professionnels, parce qu'après, on va passer aux autres, et des vrais professionnels, pour moi, ça peut être que bénéfique. Il prend des petits détails, il raconte pas de conneries, il se forme, il grossit son jeu, il fait grossir le jeu de ses élèves, et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Après, il y a des mecs de la self-défense Oh, même du JB, hein. qui vendent. Moi, je te parle, Ouais. je te parle de ce que je vois, de ce que j'ai déjà vu sur les réseaux De toute façon, sociaux. sur les réseaux, TikTok, etc., ça existe. Des mecs qui vendent des formations vidéo pour des ménagères de 50 ans, qui pensent que avec ces vidéos-là, sans pratique physique ou une pratique genre une fois par semaine dans un vieux club où tu es encore en chaussures, non, pour moi, ceux-là, c'est des purs escrocs. Tu peux pas vendre une formation à n'importe qui, à une ménagère parce que c'est leur cible. Hein. Bah, et puis parce qu'ils C'est- jouent sur la peur, en fait. Les mecs de la self-défense Ouais. qui vendent ces formations-là, ils vendent des formations. Leur cible, c'est la petite ménagère. Bah, bien sûr. parce C'est des que, escrocs. Les vrais combattants, ils vont pas aller se former sur de la self-défense. Personne va acheter leurs Donc, vidéos, se dire non. Pour moi, ces mecs-là, il n'y a même pas de débat, c'est des escrocs. Ouais, c'est clair. Parce que Qui va acheter ces Le vidéos-là? but, c'est de leur faire peur en disant attention, si tu te fais agresser, Voilà. comment tu vas réagir? Bah, Qui va acheter ces vidéos-là, franchement, en étant un peu lucide? Personne. C'est la ménagère qui se fait facilement. Enfin, la des ménagère petits vieux, ou des jeunes, enfin en tout cas des gens impressionnants. des gens voilà, un peu faibles d'esprit qui vont y croire, qui vont se faire alpaguer là-dedans et ils vont vraiment y croire. En plus, c'est dangereux parce qu'au lieu de peut-être éviter un problème dehors, ils vont se dire ah non, j'ai vu ça et voilà. Et malheureusement, ça existe. Ça existe des gens qui payent ces formations-là. Chez eux, ils les regardent, ils essayent peut-être sur leurs frères, leurs potes et ils pensent que c'est bon. Non. Il n'y a rien, je le répète, même si j'étais pour les vidéos de tout à l'heure, qui remplace la pratique sur le tatami avec un prof. Il n'y a rien qui remplace ça. Moi, les vidéos techniques que je te disais, c'est pour que le prof continue de se former et d'évoluer. Les gens qui vendent des formations self-défense aux gens qui ne pratiquent pas, c'est des escrocs. Point barre. Mais après, C'est mon avis. Pourquoi je disais pour le JB tout à l'heure? Parce que j'en ai vu sur les réseaux qui, par le fait qu'ils soient connus, s'octroient le droit de vendre des formations. Et ces mecs-là, ils n'ont aucun soit palmarès, soit crédibilité dans le fait de vendre des formations. Quelle est leur cible? Est-ce que la Les cible, mecs du jiu-jitsu, tu vois. est-ce que la cible c'est un ceinture blanche qui s'entraîne tous les jours et qui, Ouais. tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mais même dans tous les cas, je trouve qu'ils sont pas, Après, habilités, on va dire quoi. tu peux vendre ce que tu veux si tu as un débile Oui, pour t'as l'acheter forcément en des gens vrai, pour tu l'acheter. vois. Ah oui, c'est vrai ça. Mais ce mec-là, c'est pas un escroc. Il a une connaissance technique, il est la connu, partage, ouais. il la partage. S'il la vend, tant mieux pour lui. Mais ce qu'il vend, c'est pas du bullshit. Bah, Et parce que le mec qui vend, enfin, je défends le JJB, c'est normal. Le mec qui vend une vidéo de JJB, une formation JJB, il la vend à des JJBistes qui forcément vont l'essayer sur le tatami, qui ont une pratique journalière. Pour moi.
Donc, pour moi, c'est pas des escrocs, ceux-là. Moi, je me Je dis suis que pas si t'as une contre. pratique journalière, justement, c'est pas un truc qui va t'intéresser. Après, peut-être que je me trompe. Mais le fait, justement, que tu une pratique en club, il y a à aucun moment tu vas dire oh, bah tiens, lui, il est fort, je vais regarder ce qu'il fait. Tu vois Après, à savoir que dans le JJB, les vidéos techniques, elles ont un thème. C'est Ouais. pas je te balance du basique. Oui. Ça va être guillotine de partout. Ça va être comment placer la X-Guard de partout. La Truc, garde, voilà, comment- tu vois, c'est comment des le thèmes. dos, ouais. Donc si, par exemple, tu as du mal à... Si tu pratiques tous les jours et que ton prof t'a montré 3 sorties de garde fermées et que il y a un mec qui vend 10 sorties de garde fermées et que ça t'intéresse, pourquoi pas jeter un œil? Pour moi, c'est pas de l'escroquerie. C'est... Ouais, ok. Ouais, ok, Si je elle- comprends, je vois ton argument, mais c'est vrai que j'ai du mal avec Ouais, le fait de ouais, vendre mais, de la technique. mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, le prof qui achète du contenu pour se former, toi, t'es contre aussi. Parce que pour moi, c'est peut-être un petit peu arriéré, mais pour moi, il faut le faire, tu vois. C'est pas juste tu regardes la vidéo et tu mémorises. Pour moi, Non. il faut la pratiquer. Ah bah, il faut la faire, pratiquer. il faut la- Et tout à l'heure, j'ai bien précisé, pour moi, il n'y a rien qui remplace la La pratique pratique. sur le tatami. Et même en achetant des vidéos, Mais du coup, dans ton il faut cas, pratiquer. tu achètes ta pratiquer, vidéo, pratiquer. tu la regardes, mais du coup, tu la pratiques combien de temps avant de l'enseigner, par exemple? Moi, tu fais dans pour mon assimiler, cas personnellement, comment tu fais pour dans mon assimiler cas technique personnel, comment dire, si j'achète une vidéo, une formation technique sur BJJ Fanatics, Ouais. C'est quoi? Bah, au pire des Bah. cas, décris-nous genre tout ton. eh ben, je suis chez moi, je la regarde, je l'essaye à l'entraînement, je regarde, j'essaye à l'entraînement, parce que c'est des vidéos en général, c'est des longues vidéos, c'est des vidéos d'1 heure, enfin des fois c'est 4 blocs d'1 heure, donc tu regardes, tu essaies à l'entraînement, tu regardes, tu essaies à l'entraînement, tu regardes la suite, je veux dire, tu essaies à l'entraînement, et ainsi de suite. Quand tu as bien compris le système, quand tu l'as développé, quand tu l'as mis, ça peut mettre 1 an, c'est pas Ah oui, grave. d'accord, ouais. Tu vois. Ouais. C'est pas t'achètes une technique pour la montrer à tes élèves, Ah, c'est non. ça. En fait, c'était ma question. Non. C'est pour ça que je suis pas pour. C'est parce que Non. j'avais peur que dans le schéma, ça soit je l'achète et demain je Ah l'explique, non. tu vois. Non, Parce que dans ce cas-là, en fait, autant prendre la vidéo et tu la balances au club et tu laisses tout le monde se démerder. Je me l'approprie. Je regarde ce qui va pour moi, pour mon gabarit, parce que des fois, Oui, le mec qui ça va montre une s'adapter, vidéo, ouais. il fait 1m90, moi non. Donc comme ça, je pourrais peut-être dire à mes élèves, Bah, si t'es petit, si t'es grand, si tac, t'es gros, si tu mets t'es- ton ouais. pied là, là, là. Mmh. Mais non. Moi, si j'achète une vidéo, une formation technique, c'est pour progresser personnellement, ok. Parce que je connais personne, par exemple, qui peut me montrer ça, et j'ai envie de connaître ça. Donc dans ma pratique, je suis là et voilà, je la pratique, je me l'approprie. Dès que j'ai bien tous les rouages, je pourrais montrer des détails à mes élèves, peut-être faire un cycle dessus, avec ce que je connaissais déjà, mélanger à ça. C'est vraiment pour faire grandir ma pratique, tu vois. Ok, je vois. On a fait le tour, hein. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Donc, pour résumer, au final, pour moi, self-défense, vidéo self-défense qui ont pour cible les ménagères ou les En gros, gens les- faibles ouais. d'esprit qui vont acheter, Les c'est des personnes escroqueries. influençables, quoi. Voilà. Sur un sport technique, une formation technique pour des mecs qui pratiquent tous les jours, pour moi, ça me choque pas. C'est mon avis. Ok. Allez. La pratique du nogi. Alors, c'est quoi la phrase du En coup? JJB. C'est quoi la question ou le débat? Le débat, rien. La pratique du nogi, j'ai mis ça parce que je trouve que les gens qui font du jiu-jitsu brésilien, ça s'adresse uniquement à eux, ne font pas assez de nogi. Voilà. C'est partie intégrante du jiu-jitsu brésilien, le nogi, du coup. Bah oui. Pour moi, quand tu reçois ton grade, et c'est logique, hein, d'ailleurs c'est le cas, T'es ton grade dans les deux disciplines. voilà, tu as ton grade. Donc pour les gens, le jiu-jitsu brésilien, c'est avec le kimono. Ouais. Déjà, non. Déjà, c'est une erreur. Jiu-jitsu brésilien, c'est gi, no gi. Voilà, il n'y a pas jiu-jitsu brésilien, juste le kimono, ça n'existe pas. Là, c'est pour ça qu'ils appellent ça grappling, le nogi. C'est parce qu'ils veulent vraiment le différencier du jiu-jitsu Non, avec le gi. Quoi. non. Pour moi, le grappling, c'est un ensemble qui rassemble tous les sports de préhension avec des règles. Donc pour toi, le grappling, ce serait et de la lutte, et du judo, et du jiu-jitsu brésilien. Ouais. Et les autres sambos, Ouais. etc. Ça peut être, pour moi, le grappling, c'est lutte, tous les sports de préhension réunis avec des mêmes règles, c'est-à-dire short rash guard,
à la soumission Donc, avec des en gros, règles. Avec une règle. Avec les bien règles définies, du quoi. grappling, parce que le grappling, c'est une discipline aussi. Mais le JJB, c'est avec et sans kimono. Donc, quand tu as ta ceinture bleue ou violette de JJB, tu as le même grade automatiquement en nogi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quand tu enlèves la veste, Sur ceinture blanche. tu sois ceinture blanche, tu sois handicapé. Donc la pratique du nogi est ultra importante. Et je connais tellement de gens qui veulent jamais retirer la veste, qui ne jurent que par le gi. C'est une erreur. Bah, après, c'est parce que c'est dur. Tu démarres sans. En fait, je pense que c'est plus facile de faire la transition no-gi vers jiu-jitsu avec un gi parce que tu récupères des saisies. Alors que quand on n'a plus, c'est peut-être plus difficile pour les repères, pour. Ça dépend par quoi tu commences. Les mecs Oui, qui c'est commencent Je donc pense par que- qui vont dans un club de grappling justement, Ouais. qui Quand ils font vont que du bien vers le nogi, jiu-jitsu, ce sera plus facile pour eux. s'ils se mettent, bah non, putain, là, c'est chiant, ils ont pas Ah l'habitude oui, de bah faire parce des qu'ils ont pas l'habitude grippés. de faire des Le grippés, mec, il ok, te ouais. tire là, il est pas comme ça, il te tire le col, tu sais pas faire des grippés. Ouais. Et au contraire, le mec qui commence, il fait que du kimono, quand il enlève la veste, il perd ses repères. Ouais, bah c'est ça. Bah, dans mon cas, par exemple, qui vient du judo, le judo debout, en grappling, du coup, ou en jiu-jitsu en nogi, ça n'a rien à voir. Bah les oui. saisies sont plus les mêmes. Bien Moi, sûr. j'ai un gros jeu Oui. sur les revers. Mais Quand tu les toi, as plus, tu viens d'un sport qui se pratique qu'en gi. Donc on peut pas te jeter la pierre. bah, oui, dans Le judo, le c'est judo de qu'en base, gi. c'est en gi. Mais dans le principe, normalement, c'était censé pouvoir t'en servir à la Ouais, guerre. oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de kimono à la guerre. Mm. Enfin, t'es pas en judo-gi. Oui, mais ton t'es pas en ceinture, rage machin. guard, t'es en veste, quoi. Je Ouais, pense. mais parce À la qu'après, guerre. là, c'est ancestral. Ils Oui, avaient des bien armures, sûr. etc. Mais sinon, si on part du principe où c'est censé être un art martial créé pour la guerre, bah, t'as pas de kimono à la guerre, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, je me dis, on est censé pouvoir le développer. Oui, bah oui. Donc, non, pour moi, le JJB, c'est gi, no gi. C'est Ouais. les deux pareil. Il faut faire les deux. Quand tu as ton grade violet, dans les papiers, dans les documents, tu peux faire le championnat de France no gi. Donc, tu es censé être violette en no gi. Si quand tu l'enlèves, t'es une merguez où t'as tout tes. Enfin, c'est pas cool. Quand t'es enseignant, tu dois enseigner. T'es enseignant de jiu-jitsu brésilien, gi, no gi. Il n'y a pas un diplôme, il n'y a pas. Tu vois? Ouais, bien sûr. Là, Il n'y a pas de différence, en fait, entre le gi et le no-gi. C'est la même discipline, quoi. Gi, no gi, c'est la même discipline, exactement. Ok, il n'y a pas vraiment de débat, Donc, du coup. non, mais parce qu'il fallait que ça Fallait que tu sorte. le dises. Fallait que je Ok. dise, Bah, non. c'est ce qui m'énerve. Ouais, parce c'est ce que qui là- m'énerve. Non, voilà. Mais Donc, ouais, je comprends. Surtout que vous pouvez préférer le kimono, mais dans votre pratique de kimono, si vous voulez faire que du kimono, le no-gi vous aidera quand même à progresser. Pourquoi? Parce qu'en no-gi, tu vas être obligé de rechercher le placement parfait pour que le gars ne bouge pas. Donc, pour bien ressentir le gars, quoi. Tout est tellement fluide, tout glisse, tu peux Oui. sortir beaucoup plus facilement des positions en no-gi. C'est vrai. Ouais. D'accord? Tu glisses ton bras avec le kimono, le gars te grippe, c'est très dur. C'est vrai. Donc si tu apprends à te placer vraiment comme un horloger parfaitement pour pas que le gars bouge, T'ajoutes les grippes derrière. quand tu rajouteras les grippes, tu auras les mêmes placements de hanches. Avec les grippes que tu vas resserrer, tu seras encore plus fort. Donc même si tu préfères te concentrer que sur le gi, la pratique du no-gi va te faire progresser. Ouais. Et enfin moi personnellement, c'est le cas. Ça m'a fait ma pratique du no-gi me fait progresser en gi parce que les placements parfaits, tu rajoutes la toile, c'est mort quoi. Carrément. Voilà. Donc ça c'était. C'était pour les sujets du Guru Mato. Ouais, c'est ça. Et on va passer du coup à vos sujets à vous. Le sujet des abonnés. Ah oui, il y a un truc sur lequel je voulais revenir. Sur l'Ares 18. Sur le combat de Shark Boulat. Ah Abouez. ouais, ça t'a marqué ça. Ouais, ça m'a marqué. Comment Parce que on l'a aidé, on l'a préparé au sol, on a fait tout un. Donc enfin, on était avec lui quoi. Et donc il a eu une défaite. Défaite par soumission au 3e round. Donc Shark Boulat gagne round 1 à l'aise. Round 2 à l'aise. Il l'amène au sol, il prend la montée, passage de garde avec un sol quasiment parfait. Sur le 3e round, il se prend clairement un coup de pied dans les parties. On a vu les ralentis, on a vu les impacts, on a vu les arrêts sur Il y en a eu image. 3, c'est ça avant. Voilà. Il se plie comme un homme
qui se prend un gros coup de pied là, quoi. Puis il y a la coquille. En fait, on ne croirait pas comme ça, mais la coquille, ça fait encore Bah oui. presque plus mal. Ça en fait. résonne partout. Ouais. Et du coup, le gars se plie en deux et son adversaire en profite pour lui mettre un gros low kick, le fait tomber, du coup, lui prend le dos et l'étrangle. Donc c'est une victoire où on a vraiment été dégoûtés. Le truc, c'est que c'est difficile d'en vouloir quand tu te mets à la place d'Hugo, parce qu'il a profité de l'arbitrage, en fait. Oui, l'arbitre, Mais, en fait, dit de continuer. Ouais. Mais le gars, il s'est vraiment pris un coup dans les baloches, tu vois. Ah oui. C'est-à-dire qu'il était vraiment plié en deux. Enfin, pour moi, c'est vraiment une faute d'arbitrage, c'est injuste. Ouais, et du coup, il n'y a pas eu de commissions qui ont été faites. Il n'y a pas eu de réclamation. Non. Il n'y a pas eu de... Je t'expliquerai pourquoi après. Je te m'avais dit déjà. Ouais. Il n'y a pas eu de réclamation qui a été faite. Donc voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez vu ce combat passer. Il y en a beaucoup qui pensent comme nous, mais je voulais en parler parce que ça m'a un peu saoulé. On a fait partie du camp d'entraînement du coup de Shark Boulat. Il était prêt. Hein. Et la preuve en est dans tout son travail qu'il a. Il gagne round 1, round 2, tranquille. Donc voilà. Allez, on passe à des sujets plus légers. Sujet des abonnés. Premier sujet, du coup, la fréquence des entraînements à adopter selon nous. Est-ce que c'est mauvais de trop Est-ce que c'est parce qu'il me manque la suite, c'est ça? De trop s'entraîner, bien sûr. Du coup, pour te répondre, la fréquence d'entraînement à adopter selon vous. Toi, t'entraînes tous les jours, toi? Je m'entraîne tous les jours, mais moi je dirais plus entraînement intelligent. Ouais. En fait, pour répondre à sa question qui n'est pas vraiment une question, est-ce que c'est mauvais de trop s'entraîner? C'est dans la réponse. À partir du moment où tu en fais trop... déjà, le mot trop est péjoratif. Bah oui, c'est que déjà, ça peut pas être productif. Tu t'entraînes 7 jours par semaine, du coup? Ouais, moi j'ai plusieurs entraînements par jour, mais j'essaye d'être intelligent. Il y a des jours où je combats pas, il y a des jours où je combats, il y a des jours... pour moi, en fait... mais ça peut être tous les jours et pas trop. En fait, c'est le terme trop qui est péjoratif. Il faut s'entraîner. Tant qu'on peut s'entraîner et qu'on est en forme, il faut s'entraîner. Mais il faut s'entraîner intelligemment. Si tu as mal au bras, si tu as mal au corps, peut-être laisser du repos. C'est vrai que c'est mal de s'entraîner vraiment sur des grosses blessures. Des fois, il faut laisser du repos ou vraiment des zones repos. Après, moi je suis dans le même format que toi quasiment sur mes entraînements, je m'entraîne tous les jours, alors c'est pas du JB tous les jours, ouais, bien sûr. Mais je m'entraîne à cette fréquence-là, je suis à peu près à 2 entraînements aussi par jour, et la fréquence fait que dans tous les cas c'est pas bon. 2 entraînements par jour pendant 7 jours, c'est pas bon du tout, hein. Dans tous les cas le corps n'est pas fait pour ça, mais comme tu l'as dit, c'est la façon de le faire, c'est-à-dire que moi le week-end par exemple c'est beaucoup plus léger que les autres jours de la semaine, et j'ai même des jours où c'est pas du tout la même chose, hein. Souvent, je vais faire 2 jours intensifs, 1 jour tranquille, 2 jours intensifs. Enfin, en gros, c'est ça. En fonction de mes entraînements. Puis ça dépend des semaines, ça dépend des préparations de compétition. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Et comme tu l'as très bien dit, du coup, c'est s'entraîner intelligemment qui fait. C'est ça. Moi, pour donner un exemple, au début de ma semaine, j'ai une grosse prépa physique, peu de combats. Et fin de semaine, ma prépa physique c'est volontaire, hein, est un peu moins difficile, mais je fais beaucoup plus de combats. Tu vois, j'essaye de croiser les trucs. C'est un exemple. Après, c'est pas nous les meilleurs pour pouvoir dire ce qui est le mieux, mais en tout cas, c'est la manière. Dans tous les cas, le terme trop est péjoratif. Dans tous les cas, c'est que lui-même, il sait que... Trop d'entraînement, c'est pas bon. Mais ça peut très bien être tous les jours et pas trop, si c'est bien fait. Ouais. Je vais donner une réponse que je dis tout le temps à chacun de mes élèves, à chaque fois qu'ils me demandent si c'est trop de trop s'entraîner, c'est que même ne serait-ce que boire trop d'eau, c'est dangereux pour la santé. Donc en fait, à partir du moment où tu es dans l'excès, c'est forcément mauvais pour la santé. Le mot trop, de toute façon. Voilà. Il répondait déjà à la question. Je fais le suivant, t'en as toi? Ouais, vas-y, fais le suivant. Bon, c'est pas vraiment une question, mais l'avenir des compétitions en JJB avec le développement des ligues privées, Superfight ou Gala. Bon, il n'y a pas vraiment de question. Je sais pas ce que tu as voulu nous dire, mais je vais donner mon point de vue qui est un peu plus néophyte sur le JJB. Je trouve que c'est bien parce que le fait moi je viens du judo, donc le jiu-jitsu je connais un petit peu moins, et le fait d'avoir ces événements-là, ça me permet de plus m'intéresser, de voir plus de choses et éventuellement d'en apprendre plus sur le jiu-jitsu brésilien et aussi de développer la discipline. Ouais, je pense que dans sa question, enfin dans sa phrase, est-ce que les compétitions sont amenées peut-être à disparaître avec le développement de toutes les... la Pro League, les gros galas et tout ça? Moi, je pense qu'au contraire, ça permet aux petits événements de se faire. En fait, moi, je pense que c'est complémentaire. Oui. Ces galas-là,
marche parce qu'on invite les champions des compétitions. Les mecs se font connaître sur les compétitions, ils s'affrontent pas forcément parce que c'est pas les mêmes catégories, les mêmes couleurs de ceinture ou peu importe. Ils s'affrontent pas au même endroit, mais on invite tous les champions dans les galas. Donc je pense que c'est bien les compétitions pour avoir des titres, des champions. C'est ce qui reste sur le palmarès, parce qu'en vrai, le palmarès, c'est les titres qui comptent. Bah bien sûr. Que tu aies gagné un gala privé, bon, bah, c'est bien, mais dans le palmarès officiel, c'est moins, voilà, même si le gala était plus dur. Mais c'est parce que tu as ces titres-là qu'on va t'inviter dans les galas pour affronter l'autre champion de l'autre fédération, ainsi de suite. Donc pour moi, les deux se développent ensemble et les deux sont complémentaires. Et je pense que ces gars-là permettent justement le développement des petites compétitions. Parce qu'il y a plus de mecs qui vont s'y intéresser. Depuis le développement du MMA en France, on n'a jamais eu autant de compétiteurs en jiu-jitsu, même en MMA et dans les autres disciplines en fait. Donc il y a un bel avenir dans le jiu-jitsu. Ouais. Je crois qu'on peut faire. Eh bien, ça. Pourquoi est-ce que Reda est-il le meilleur français? Alors on ne sait pas quel Reda. J'imagine des touches. Bah mais, oui. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur qui a dit français? ça Ouais. Oh, on bipera. Bah oui. Merde. C'est pour ça que je voulais pas le dire moi. Ok. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur français? Probablement parce que c'est un des plus grands techniciens. Bah ouais. Enfin, on l'a vu là à la Pro League. Dans le JJB français, je pense que peu de gars en vivent. Je sais même pas si lui-même. Ouais, j'avais vu une interview où il a dit qu'il vivait de sa passion. Ok. Bah, parce qu'il doit avoir des sponsors et puis faire des coachings à gauche à droite, des stages, enfin un peu tout. Mais il en vit. À partir du moment où le gars il est mécano et il fait 2 heures de JJB 3 fois par semaine, où le gars est JJBiste et fait 2-3 heures de mécanique par semaine, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc non, Reda très 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 fort. Technique, bah lui pour le coup physique, technique, vitesse, explosivité, gros mental, voilà. Hein. Ça répond pas à pourquoi il est le meilleur, mais bon. Bah après, on sait pas, bon, il est bon parce qu'il est bon. Il est pro, il s'entraîne tout le temps. Et très bien pour lui. Elle est drôle celle-là. Quel combattant caucasien a le plus de hype? C'est marrant ça. Quel combattant Je sais pas si c'est dans le monde ou en France, mais celui le plus connu, ça va être Khabib, là. En France, on va dire que c'est Abdul. Ah, bah ouais. Et dans le monde, c'est Khabib. Voilà. Quel combattant. Voilà, bah écoute, c'est la réponse. Actuellement, parce qu'actuellement, Khabib, on n'en entend plus beaucoup parler. Oui, c'est Ramzat Chimaev. Oui, c'est vrai. Oui, c'est même lui. Khabib, c'est la légende, mais en ce moment, c'est Ramzat Chimaev. Voilà. Et en France, je dirais Abdul et même pas. Ah, tu reparles. Non, Baki. Ah oui. Si on parle en termes d'abonnés sur sûr. Instagram, bien sûr. C'est Baki en France, tout simplement. Bien sûr. Et dans le monde, c'est Ramzat Chimaev. Donc bien plus sûr. De hype. Ouais, carrément. Encore une question. Bon, on avait déjà expliqué l'origine de la marque Guruma. Je sais pas si tu veux refaire une vidéo. Bon, Guruma, c'est en gros, mais on l'avait expliqué dans un podcast, on avait été invité. En gros, Guruma, c'est Kata Guruma, c'est ma technique favorite debout. À l'époque, j'en faisais 100 par jour. Je la rentrais à tout le monde. Et quand j'ai créé la marque avec mon frère, c'est lui qui a eu l'idée du nom Guruma. Et Guruma qui veut dire roue en japonais. Roue, c'est aussi le mouvement que la victime. Autour des épaules, voilà. C'est aussi le mouvement que la victime fait quand on lui fait un kataguruma. On dit uke en judo. Voilà. Et c'est pour ça. Oui, la victime, quoi. C'est pour ça aussi que ici, là, il y a une demi-sphère, ça représente la roue, ça représente aussi la tanière du gorille. Là, sur le dos du gorille représente le M de Guruma. Il y a plein de trucs qui s'imbriquent. Gorille, du coup. Gorille, pareil, on l'avait expliqué, parce que gorille, ça représente puissance, agilité, souplesse. Et nous, on aime bien les mecs balèzes, les gorilles, tu vois. Voilà, on a voulu créer toute la marque autour de ça. Combien de temps de technique par semaine pour progresser? Ah, ça, c'est un bon débat. Bah, ça, on va vous laisser répondre en commentaire. J'ai pas envie de répondre à cette question. Selon vous, combien de temps de technique par semaine pour avoir une belle progression? Donc ça, on va vous laisser répondre en commentaire. Allez, la suite, du coup. Donc là, c'est un qui m'a envoyé 3 sujets. La Pro League,
Déjà, on a fait une vidéo dessus. Il y a une vidéo sur la Pro League qui va sortir. Donc, on peut zapper. Les personnalités qui se mettent au JJB, moi, je trouve ça très bien. Il y a Tom Hardy, gros acteur, qui fait notamment Bane dans le film Batman. Ouais, c'était ton perso préféré, ça. Ouais. Tom Hardy qui se met au JJB, qui est ceinture bleue et qui performe en compétition. Donc, je trouve que ça apporte de la visibilité au sport. C'est un peu comme quand McGregor, à plus petite échelle, mais a fait connaître le MMA au monde entier. Les personnalités qui se mettent au JJB, ça fait du bien. Je sais qu'il y a un influenceur en France. Mark Zuckerberg aussi. Mark Zuckerberg. Il y a un influenceur en France. Marvin Tillier, non? Voilà, qui fait pareil, je crois qu'il fait du nogi, mais non, il fait gi et nogi. Il y a il y y avait un footballeur. Il y a aussi. Dwayne Johnson, il y a Batista qui était ceinture violette à l'époque. Vin Diesel. Quand on allait à Lisbonne, qui était. Vicente Lizarazu. Non, tout ça, je pense que en plus c'est des sportifs, donc ils ont des bonnes valeurs. Quand c'est des sportifs déjà à d'autres sports, par exemple Lizarazu qui a déjà des bonnes valeurs du sport. Il était déjà au niveau déjà. Donc non, ça fait du bien en sport, je trouve. J'ai pas vraiment d'avis, moi je suis assez d'accord. Ok. Et dernier sujet, les Europes 2024. Voilà, c'était juste marqué ça, Europe 2024. Il n'y a pas vraiment de débat, maintenant. Écoute, c'est en France, on y sera. Ouais. L'une des plus gros championnats attendus en France. Avant, c'était à Lisbonne, maintenant c'est à Paris depuis plusieurs années. Depuis, là, ça va faire la deuxième année. Ouais. C'était à Rome entre-temps. Et maintenant, c'est à l'IJ. Pour ceux qui connaissent, c'est l'Institut national du judo. Moi, j'ai un petit débat peut-être à dire là-dessus. Je trouve, je sais pas comment je peux l'amener sans me faire insulter, tu vois. Je trouve que trop de gens participent aux Europes juste pour dire. J'ai participé aux Europes. Voilà, j'ai participé aux Europes. Pour dire aux néophytes, aux gens de leur famille, aux copains qui sont pas dans le sport, j'ai fait les championnats d'Europe de jiu-jitsu brésilien, sans rien préciser, tu vois. Je trouve que c'est trop facile. Mais combien ils vont dans l'objectif, dans le but de gagner? Je suis même pas sûr qu'ils y vont pour ça. Je pense qu'en France, 10% des participants, ils vont vraiment dans l'objectif de gagner. Je pense que 90% des gars, ou peut-être moins, excusez-moi, peut-être 70%, ils vont juste pour dire ouais, quand j'ai fait les Europes, ou j'ai les Europes, ou je me prépare pour le championnat d'Europe, pour vraiment tout ce qu'il y a autour en fait, Je pense que tu as raison. Pour moi, c'est beaucoup plus de personnes que ça. Parce que c'est une des seules disciplines où tu n'as pas de sélection. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, pour aller aux Europes. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de passer par les championnats de France. Tu n'as pas besoin de passer par une sélection particulière. Tu n'as pas besoin de faire partie de l'équipe de France. Exactement. Alors c'est European Championship, mais c'est un Open. C'est un Open, voilà, exactement. Mais dans quel sport tu peux dire, au bout de 1 an, 2 ans de pratique, tu peux y aller. Au bout de 2 ans de mais les blanches, ça s'appelle plus c'est plus le. Ils ont changé. Mais bleu, bref. Ouais. Dans quel sport, au bout de 2 ans de pratique, tu peux dire je vais participer au championnat d'Europe. C'est vrai. Tu vois. Ça n'existe pas. Et beaucoup le font pour justement tout ce qu'il y a autour. Tu sais, les réseaux, la famille qui connaît pas, ta mère, ton frère. J'ai les championnats d'Europe. 2 ans que tu fais un sport, tu fais déjà les championnats d'Europe. Enfin, tu vois, le nom est beau. Et je pense que c'est pour tout ce qu'il y a autour, tu vois. Dire j'ai fait les championnats d'Europe, je me prépare pour les championnats d'Europe, sur les réseaux. Oui, mais c'est 100% pour ça. Parce que t'as les gars qui s'entraînent avec toi, qui savent que eux, voilà, les championnats d'Europe, il y a des ceintures de couleurs, il y a des catégories d'âge, c'est accessible parce qu'il n'y a pas eu de sélection, mais tous les autres te voient de l'extérieur, tu vois. Ouais, ils pensent vraiment que tu vas faire. Voilà, et là c'est un championnat d'Europe encore plus accessible puisqu'il est chez nous. Oui, c'est clair. Avant... Bon, fallait quand même prendre le billet d'avion, les chambres d'hôtel et tout, donc ça coûtait quand même de vouloir se la raconter un petit peu, tu vois, comme ça. Voilà, ça coûte super cher maintenant. Non, mais t'as juste l'inscription en vrai. L'inscription, elle coûte entre 120 et 170 $. Donc. Mais avant, c'était moins accessible. Fallait partir à Lisbonne, réserver, tac. Voilà. Et maintenant, c'est encore plus accessible. C'est vrai. Hein. Donc, pour nous, c'est plus accessible. Après, il y a
Il y a toujours les autres pays d'Europe qui viennent chez nous. Ouais, bien sûr. Non, moi, je te parle des Français. Pour les Français, ouais. Je parle des Français. C'est très prestigieux pour nous, mais ça apporte Mais, rien voilà. de bon. En tout cas, dans les catégories ceinture de couleur, enfin, de bleu à noir, adulte, pour gagner, c'est très, 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 très dur. Et je pense qu'il y en a très peu qui y vont avec vraiment la mentale de gagner ou de se dire, allez, j'y vais pour gagner. Je pense qu'ils y vont plus pour le nombre de prestige. participants dans les petites catégories. C'est fou. Flippé. Hein. T'as 150 mecs chez les moins de 76 bleus Dans ma adultes. catégorie, on est 30. Ah ouais, On n'est jamais 30 bah dans la oui, tu catégorie. m'étonnes. D'habitude, on est 8, Bah oui. 9, 12 max. Même moi, j'ai déjà été 40 en moins de 94. Bah oui, En bleu, bah oui. adulte. C'est C'est un n'importe truc quoi. de fou. C'est n'importe quoi. Bah donc voilà, voilà, si j'avais un mot à dire sur les Europes, c'était ça. Après, ça fait toujours plaisir de les avoir chez nous. Hein. Mais Mais c'est bien vrai que sûr. Ça n'apporte rien. Mais le mot championnat d'Europe. Il est un peu. C'est un, comment on il dit est- déjà, il est beau. un abus de langage. Quoi. Ouais. Bon, bah c'est fini. On passe aux petites actus, tranquille. C'est quoi les petites actus alors, du coup? Dis-nous tout, Père Anto. Alors, les actus, il y a bientôt du tissu qui. Putain, ça fait 3 mois, on leur dit ça. Bah Depuis non, septembre, on leur dit mais ça bientôt. c'est pas grave, on n'a dirait aucune. des rappeurs qui Non. disent ça va percer. Attention, les gars. Bah oui, mais vous êtes pas prêts. le truc, c'est Au final, que ça du n'arrive tissu, on en jamais. a déjà sorti. C'est pas comme si c'était jamais arrivé. Mais ça fait tellement longtemps qu'on le dit qu'ils vont plus nous croire. Ça Mais- va péter, bientôt ça va arriver. Il nous manque plus que faire des tweets en Eh. disant vous êtes pas prêts. On doit rien à personne. On le fait à notre rythme. Et au contraire, c'est que du kiff. Quand ça Ah bah, sort, ça, c'est c'est que ça clair. sort bien. C'est parce qu'on a eu des trucs qu'on n'a pas sortis parce que ça nous plaisait pas. Vaut mieux qu'on prenne du temps et qu'on sorte des produits de qualité. C'est clair. C'est comme les vidéos. On a tourné des vidéos. Ouais, y a pas mal de- Là, il y a 2 semaines où vous n'avez pas eu de vidéo. On avait des vidéos, hein, mais on n'a pas voulu les sortir. Parce qu'il y avait un fond vert dégueulasse, parce que le contenu ne nous plaisait pas trop. Alors peut-être qu'un jour on les sortira comme ça. Mais là, celle-ci ne nous plaisait pas trop. Donc voilà, quand on sort quelque chose, on essaye quand même que ça nous plaise un Puis on minimum. essaie d'augmenter la qualité. Donc si Ouais. on revient sur une vidéo qui est pas de bonne qualité. Oui, non, qu'on mais vous après, il peut y l'envoie, avoir enfin, des vidéos plus chill, moins de Oui, chill. mais je parle en voilà. termes de qualité. Ouais. Si d'un coup on les habitue à un bon micro, bon Mhm. truc, machin, bonne lumière, et que du jour au lendemain, Ouais. c'est vidéo en voiture sombre, on voit rien. Bof. Non, mais là on a changé le fond vert. Bah, vous le voyez pas, mais on avait un fond vert, c'était une toile tendue, ça faisait plein de plis. Là, on a acheté un vrai truc, donc là, normalement, il n'y a plus de problème sur le fond. Donc, les actus, on va sortir donc en janvier une grosse vidéo avec Jordan Zebo. Enfin, on la tournera en janvier, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Une vraie longue vidéo. J'ai rencontré un gars qui fait de l'hypnothérapie. On devait tourner une vidéo ensemble. Je lui avais donné une date, il m'a pas donné suite, mais je vais le recroiser, donc on verra. Donc du tissu qui arrive, on a pas mal de trucs sur le feu. Voilà. Ah oui, je sais pas si j'en parle du projet là que je voulais faire. Ah, oh, pas tout de suite. Non, ok. Il y a un petit truc qui arrive qui est très sympa. Donc vraiment, non, restez branchés. Restez branchés. C'est axé jiu-jitsu, c'est tout ce qu'on peut dire. Ouais, bah, vous aimez la bagarre, vous allez en avoir. Voilà. C'est tout, hein. Enfin, voilà, c'est cool. Bah, du coup, comme d'hab, les commentaires. On attend vos retours de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, on espère que ça vous a plu. Commentez, likez comme d'hab. Hein. Et voilà. C'est bon. On fait le tour. On se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.